tous les auditeurs de Il y a une différence, vipradioonline.fr. je vous assure. Nous voici, comme vous le voyez, en image. Alors je pense que vous allez tout de suite la Devant découvrir. Je pense que le vous palais allez... princier de Monaco bien évidemment, American Patrol, ça vous pour dit les quelque chose. rencontres historiques. Mais nous Le allons site vous jouer Grimaldi, la version c'est un originale. spectacle donc son et lumière qui 1885, aura donc lieu composé par aujourd'hui, Micham. en ce Et cette 22 American juin Patrol 2019. qui a traversé... Donc je vais vous proposer un petit aperçu de ce spectacle dès qu'il va commencer tout à l'heure à 22 h à la nuit tombée. La virtuosité, elle est super. Alors pour les anglophones, it's the most wonderful time of the year. Le livre de notre histoire. Les lunes se sont succédées, toujours lumineuses et toujours changeantes. Ce soir, ces pages vont à nouveau prendre vie pour te porter vers d'autres histoires. Tu te souviens de l'origine de la dynastie des Grimaldi? Toto Canella, premier de nos ancêtres et consul de Gênes? De sa descendance qui se fait appeler Grimaldi et devient un clan puissant au sein de la ville de Gênes? Partisane de l'empereur germanique. De par cette opposition qui voit les vaincus bannis par les vainqueurs, la famille Grimaldi est contrainte de quitter Gênes. François Grimaldi, surnommé Malizia, cherche un refuge et par ruse se rend maître de la forteresse de Monaco, frontière occidentale du territoire génois. Les Gibelins récupèrent la place forte après quelques années. 30 ans après cet abandon, une réconciliation passagère entre Guelfes et Gibelins permet aux Grimaldi de reprendre possession de Monaco. Charles... Cette seigneurie est achetée pour 6 000 florins à la puissante famille des Lascaris, comte de Ventimille. Son château est un verrou à l'est de Monaco. En 1506, une insurrection populaire contre la noblesse dirigeante génoise amène la mère patrie des Grimaldi à rétablir son ancienne domination sur leurs possessions. Gênes dépêche alors une armée de 4000 hommes équipée d'une importante artillerie qui se rassemble à Ventimille. Lucien Grimaldi, lui, envoie 200 arbalétriers à Roquebrune. Malgré ses renforts, Roquebrune est prise et incendiée. Après un siège de 4 mois, les assauts génois se brisent finalement devant Monaco. Proche de leur palais de Cardonès. Les premiers touristes, pris d'un désir de rivage, ne s'y trompent pas. Lord Camelford, cousin du premier ministre britannique Pitt et hivernant en 1788-1789, fait ériger une colonne corinthienne pour célébrer l'hospitalité du prince Honoré III et la beauté des lieux. Rivage des myrtes ornés, bois solitaires et sombres. Ce prince, Honoré III, accorde une importance particulière à la mine de charbon de la Rossignole sur les pentes du Mont Bron. Roquebrune devient une sorte d'Eldorado, l'Eldorado noir de la principauté. Le mine... Retournons dans le temps. Les luttes sanglantes entre les factions guelfes et gibelines ont de durables prolongements bien après la fin du Moyen-Âge. C'est en Ligurie, à Dolceacqua, que se nouent une nouvelle fois les incroyables destins de deux familles ennemies éternellement rivales, les Grimaldi et les Doria. En 1491 se produit un événement des plus étonnants. Luc Doria, du parti des Gibelins, épouse la guelfe Françoise Grimaldi, membre de la famille souveraine de Monaco.
Cette union est un extraordinaire rapprochement entre les deux clans rivaux et paraît devoir interrompre une longue période d'affrontement. Françoise Grimaldi reste bien sûr attachée à ce vassal monégasque et garde une dévotion toute particulière à Sainte Dévote. Est chargé de réprimer le christianisme. Face à lui, Dévote refuse de renier sa foi. Alors, Barbarus, furieux, ordonne qu'on lui meurtrisse la bouche à coups de pierre, qu'on la traîne sur le sol, qu'on la suspende à un chevalet et que son corps soit brûlé. À la faveur de la nuit, les chrétiens enlèvent sa dépouille et la placent sur une barque en partance pour l'Afrique. Aux premières heures de la traversée, une terrible tempête se lève. C'est alors que de la bouche de Dévote s'envole une colombe qui les guide sans encombre jusqu'à l'entrée du vallon des Gomates à Monaco, où un oratoire, puis une chapelle, seront construits sur son tombeau. Tant symbole de cette réconciliation. Mais le tragique l'emporte parfois sur les espoirs de paix. Voici les protagonistes d'un des épisodes les plus tourmentés de notre histoire. Lui, c'est Barthélemy Doria, le fils de Françoise et Luc Doria. Celui que tu vois là est l'amiral André Doria, le cousin de Barthélemy. Et enfin, voici le seigneur de Monaco, Lucien Grimaldi, frère de Françoise. Profitant que Lucien écrit sur un banc dans sa chambre, Barthélemy l'attrape par les cheveux et lui enfonce une dague dans la gorge. Avec 2 complices, il crible son corps de 44 coups de poignard, dont 32 mortels. Allumant ensuite un feu avec la paille du lit de la chambre, il donne le signal de leur... Isola Bonne et Périnaldo viennent à Monaco jurer obéissance à Augustin Grimaldi. Venu lui-même faire amende honorable et remettre ses biens à son oncle, Barthélemy est capturé et jugé. Il accuse Lucien, de complexion naturellement colérique, de l'avoir insulté, d'avoir voulu attenter à ses jours en le frappant avec le même poignard dont il s'est servi pour se défendre. Sous la pression du pape qui appelle à la clémence, il est libéré. Pas pour longtemps. Tu le comprends maintenant. L'histoire italienne, l'histoire française et l'histoire monégasque se croisent en des circonstances complexes, une infinité de fois. Les rois de France, au temps de la Renaissance, rêvent d'aller en Italie prendre des territoires. Et il se trouve qu'en venant de France, Monaco est une des principales clés pour entrer en Italie. Voilà pourquoi le roi Louis XII décide de reconnaître la souveraineté de Monaco. L'indépendance de Monaco. C'est un moment crucial, un moment qui fait basculer définitivement le cours de notre histoire. Les Grimaldi rejoignent le cercle des princes européens. Mais comme c'est l'Espagne qui devient la puissance la plus forte en Europe, Augustin Grimaldi décide 12 ans plus tard de se placer sous protection espagnole. Et presque un siècle. Mais comme tu vas le voir, tout n'est pas encore gagné pour que Monaco assure sa pérennité sur la scène internationale. Au début du XVIIe siècle, la France surpasse l'Espagne et redevient la puissance majeure en Europe. La petite souveraineté monégasque a tout intérêt à être sous la protection du plus fort pour sauvegarder son indépendance et se tourne à nouveau vers la France. Le roi Louis XIII accorde alors au Grimaldi un traité très favorable pour la principauté, signé à Péronne en 1641. De la ville de Valence est d'abord érigé en duché en faveur de César Borgia. 50 ans plus tard, le roi Henri II en fait don à sa maîtresse, Diane de Poitiers, qui devient ainsi duchesse de Valentinois. Non seulement ce duché est source de revenus très importants, mais grâce à lui, le prince de Monaco, Honoré II, hérite de la haute dignité de pair de France, lui qui est nouveau dans le rang de prince et l'Alliance française. En siégeant au Parlement de Paris, il accède d'emblée à la plus haute noblesse du royaume. Pour entretenir sa familiarité avec la famille royale, Honoré II décide en 1646 de se rendre une nouvelle fois à la cour, saluer leur majesté. Grâce à son fidèle secrétaire,
Charles de Vénasque-Ferriol, qui a consigné par écrit tous les détails de ce périple, partons ensemble dans ce grand voyage jusqu'à Paris, qui offre au prince l'occasion d'un pèlerinage dans son duché de Valentinois. Les de justice et les consuls de Montélimar arrivent pour rendre leur premier devoir de déférence envers le prince. Nous gagnons ensuite Montélimar, où la foule vient au devant de nous. La journée est mémorable par les honneurs pompeux qui nous accompagnent jusqu'au soir. Marque une nouvelle étape dans l'ascension des princes de Monaco à la cour de France. Les nouveaux cousins du roi, puisqu'une parenté fabuleuse liant Grimaldi et Bourbon est inventée, sont même reconnus comme princes étrangers. Grâce aux étroites relations avec les rois Louis XIII et Louis XIV, la principauté bénéficie désormais d'une visibilité internationale. Cette union aurait pu ne jamais voir le jour sans une suite de circonstances des plus fascinantes. Au début du XVIIIe siècle, les Grimaldi font face à un des plus grands périls qu'ils aient eu à connaître jusque-là. La disparition de leur lignée. Quant aux Grimaldi, non seulement leur continuité est assurée, mais le gendre, issu d'une très ancienne famille bretonne et normande, apporte argent et seigneuries françaises, dont celle de Matignon, où se trouve le célèbre fort Lalatte, et bientôt un hôtel particulier à Paris, qui n'est autre que l'hôtel de Matignon, aujourd'hui résidence du Premier ministre. À la mort de Louise Hippolyte, trop éphémère princesse souveraine, son mari devient Jacques Ier de Monaco. Fidèle à leur prince et à sa famille. L'hymne national monégasque, composé à l'époque de la perte de Menton et de Roquebrune, est pour toujours le symbole de cette éternelle loyauté. Voilà, nous arrivons au terme de notre chronique radio en mode web TV. Vous avez donc assisté à quelques extraits que nous avons captés, filmés de cette deuxième rencontre des sites. Deuxième rencontre des sites historiques Grimaldi de Monaco pour cette deuxième édition donc, qui ont eu lieu en ce 22 juin 2019. Ont été donc reçus sur la place du Palais, le pays de Matignon, le duché de Valentinois, le village italien de Dolce Acqua et la commune de Roquebrune-Cap-Martin. Et comme vous l'avez vu en image, musique, folklore, animation pour enfants et bien plus étaient donc présents dans cette soirée monégasque aujourd'hui sur le Rocher. Voilà, c'est tout. C'était Jérôme pour RVPB vipradioonline.fr. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un prochain reportage.